Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. La République populaire démocratique de Corée a annoncé son plan de mettre en orbite un satellite à l'aide d'une fusée. Pendant les pourparlers de paix sur la Syrie, l'aviation russe a procédé à d'intenses frappes aériennes, tuant de nombreux civils. Au Myanmar, le nouveau Parlement a élu son président de la Chambre haute. Le président de la Commission nationale pour le développement et la réforme s'est félicité des chiffres de l'économie chinoise. Afin de déstocker l'inventaire de logements, le gouvernement chinois a décidé d'adopter des mesures en faveur des nouveaux acheteurs. Alors que la fête du printemps est toute proche, le président chinois s'est rendu dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine. Le mont Qingang, avec une population de seulement 170 000 habitants, est connu comme étant le berceau de la révolution chinoise. Mardi, le président Xi s'est d'abord rendu au cimetière des martyrs afin de rendre hommage à ceux qui ont combattu sans relâche pour la fondation de la République populaire de Chine. Le président chinois a souligné que les sacrifices faits pour la révolution chinoise devraient toujours demeurer à l'esprit. Xi Jinping a également rencontré des modèles nationaux de moralité et des descendants des martyrs de la révolution au mont Qingang. Il a déclaré que le peuple chinois devrait toujours s'inspirer des héros de la révolution pour leur dévotion à leur carrière et devrait participer à la réalisation du rêve chinois d'un grand rajeunissement de la nation. Xi Jinping est ensuite allé visiter un petit village dans une région montagneuse où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il s'est entretenu avec des habitants et a même aidé à confectionner des gâteaux de riz locaux. Il s'est montré heureux d'apprendre que les conditions de vie s'amélioraient. Avant de partir, le président Xi a offert aux villageois des présents pour la fête du printemps et leur a souhaité une heureuse année. Le président chinois s'est également rendu mercredi à Nanchang, chef-lieu de la province du Jiangxi, visitant une entreprise pharmaceutique et un laboratoire de haute technologie à l'université de Nanchang. La République populaire démocratique de Corée a annoncé son plan de mettre en orbite un satellite avec l'aide d'une fusée. L'annonce a suscité de nombreuses critiques de la part des pays voisins. Pyongyang a averti 3 agences de l'ONU qu'un satellite d'observation de la Terre serait mis en orbite entre le 8 et le 25 février. Les États-Unis ont critiqué ce plan de la RPDC en le qualifiant de provocation irresponsable. Le Japon et la Corée du Sud ont par ailleurs affirmé que le lancement n'est organisé que pour camoufler un test de missile. Des résolutions de l'ONU ont été adoptées pour empêcher la RPDC d'utiliser ce genre de technologie. Pyongyang a toujours insisté pour faire valoir son droit souverain de poursuivre un programme spatial. Le pays a effectué un 4e essai nucléaire le mois dernier. Et suite à l'annonce de la RPDC d'envoyer un satellite dans l'espace, les Nations Unies tentent de faire front pour l'en empêcher. Écoutons les réactions de différents pays. La Chine estime que la RPDC a le droit à un usage pacifique de l'espace, mais qu'à présent ce droit est restreint par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous espérons qu'il fera preuve de retenue sur la question du lancement de satellites et agira avec prudence et s'abstiendra de tout acte qui risquerait à l'avenir d'attiser les tensions sur la péninsule coréenne. Nous accorderons la priorité à la sécurité de nos citoyens qui travaillent en RPDC et gérerons de façon méticuleuse la situation des relations intercoréennes et nous nous préparerons pleinement aux provocations du Nord. Nous avertissons fermement que le Nord paiera un lourd tribut s'il met à exécution son plan de lancement de missiles à longue portée. En plus de travailler étroitement avec les autres parties connectées, nous demandons fermement à la RPDC de faire preuve de retenue pour éviter de tels événements. Nous avons déployé des intercepteurs de type PAC-3 sur les bases d'Ishigaya, d'Asaka et de Narashino. L'annonce du plan de lancement d'un satellite a suscité des requêtes des États-Unis de renforcer les sanctions onusiennes à l'égard de Pyongyang, déjà en discussion après l'essai nucléaire mené le mois dernier par la RPDC.
Nous avons travaillé avec la communauté internationale, aux Nations Unies, ainsi qu'avec nos alliés et partenaires dans la région en vue d'empêcher la RPDC de poursuivre ses activités déstabilisantes. Il y a à peine quelques semaines, la RPDC a mené un essai nucléaire qui a violé, vous le savez, ses obligations internationales fondamentales. Et vous savez, le lancement d'un missile comme celui qui a été discuté publiquement constituerait une autre provocation déstabilisante de la part de la RPDC. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, subit des pressions pour redémarrer les pourparlers de paix après que les intenses frappes aériennes russes en soutien au gouvernement de Bachar al-Assad ont compromis le processus. Le Haut Comité des négociations s'est dit outré par l'offensive gouvernementale qui est soutenue par les forces aériennes russes. Les forces armées syriennes ont repris mardi 2 villages occupés par les rebelles dans la province d'Alep. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a indiqué qu'au moins 18 civils, dont des femmes, des enfants et des travailleurs humanitaires, ont été tués dans les frappes aériennes. Passons maintenant à la Libye où l'influence de l'organisation État islamique grandit un peu plus chaque jour. Le groupe militant djihadiste est particulièrement actif dans la ville de Sirte, l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Selon les derniers recensements, près de 3000 combattants auraient rejoint le groupe terroriste l'an dernier. Les autorités libyennes rappellent que la majorité de ces combattants sont de nationalité étrangère. L'organisation État islamique fait désormais partie des réseaux terroristes les mieux organisés et les plus riches du monde. Le groupe terroriste utilise ses importantes ressources pour accélérer son expansion en Libye. Il n'hésite plus à recruter les pauvres soldats mercenaires africains en leur offrant des sommes d'argent importantes en échange de leur loyauté. Les services de renseignement libyens décrivent une armée de pauvres gagnant progressivement du terrain. Les combattants africains sont attirés par l'appât du gain. Chacun reçoit $1000, ce qui représente une somme considérable dans des pays où la plupart des gens survivent avec $1 par jour. La Tunisie, le Tchad, le Mali, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte voisine sont en première ligne face à cette menace grandissante. Les combattants y pénètrent à travers les trajets empruntés par les migrants illégaux, faisant route vers l'Europe. Leur base principale dans la région est la ville de Sirte, l'ancien fief de Kadhafi. La ville est ainsi devenue la Raqqa du groupe terroriste en Libye. Au mois d'avril dernier, un jeune Soudanais a fait exploser son véhicule lors du passage d'un point de contrôle entre Sirte et Misrata, tuant au moins 6 personnes. Les images montrant des combattants d'Afrique subsaharienne tués après avoir mené des attaques à Sirte ont également été diffusées sur les médias sociaux libyens. Cela peut paraître surprenant, mais l'État islamique semble utiliser la même stratégie de prise de pouvoir que celle du colonel Kadhafi à l'époque. Ce dernier avait recruté des milliers de mercenaires pour venir gonfler les rangs de son armée et prendre définitivement le pouvoir après la révolution. Alors que les autorités libyennes rappellent qu'elles sont désormais submergées, elles craignent dans le même temps qu'une intervention des pays occidentaux ne vienne à aggraver encore plus la situation. 6000 soldats et instructeurs britanniques et italiens sont actuellement dans le pays pour entraîner les troupes libyennes. Et les États-Unis devraient très prochainement mener des séries de frappes aériennes sur les principales positions de l'État islamique dans le pays. Le président iranien Hassan Rouhani tente de rassurer les alliés de son pays en expliquant que l'intensification des relations commerciales de Téhéran avec l'Occident n'affectera pas ses relations économiques déjà en place. Cette déclaration a eu lieu en direct à la télévision d'État. Nous sommes une nation loyale à ceux qui nous ont aidés dans les périodes difficiles. Quelques pays asiatiques et de notre région nous ont aidés pendant cette période. Même si les entrepreneurs américains sont prêts à investir en Iran et à apporter des technologies, nous n'aurons aucun problème avec cela. Ces déclarations arrivent à la suite de la visite du président Rouhani en Italie et en France. La délégation iranienne a signé des dizaines d'accords économiques avec ces deux pays. On peut présumer que les autres pays auxquels il a fait référence sont la Chine, l'Inde et la Russie, qui entretenaient des relations commerciales avec Téhéran, tandis que l'Occident a imposé de lourdes sanctions. Le président iranien a aussi affirmé que la chute des prix du pétrole se présentait comme une occasion de diversifier les activités économiques de son pays. Il a expliqué que l'Iran avait changé sa stratégie économique et que le pays était ouvert à l'investissement étranger pour amorcer la diversification. Le président Rouhani a cité le dirigeant suprême du pays, disant que la plupart des problèmes de l'Iran étaient internes et n'étaient pas causés par les sanctions.
Le dirigeant suprême a indiqué que les sanctions ont créé seulement 40% des problèmes auxquels nous avons fait face. Le reste des problèmes auxquels nous avons fait face n'ont rien à voir avec les sanctions. Ces problèmes sont reliés à des questions internes. Bien sûr, la chute du prix du baril de pétrole a fait pression sur nous. Mais en envisageant la menace de la poursuite de cette baisse, nous devrions aussi considérer la situation comme une opportunité. Le nouveau Parlement du Myanmar a élu son président de la Chambre haute, appelée la Chambre des nationalités. Tout de suite, plus de détails. Le nouveau président, Ouman Winkaintan, est issu de la Ligue nationale pour la démocratie ou LND, menée par Aung San Suu Kyi. L'élection de mercredi s'est déroulée 2 jours après que les députés du parti eurent prêté serment devant le Parlement, disposant de suffisamment de sièges pour choisir le gouvernement. Lundi, le nouveau Parlement a élu U Win Mint, également issu de la LND, en tant que président de la Chambre basse. La première session de la région ou Parlement d'État doit débuter lundi prochain. Et avant que la session parlementaire ne commence mercredi, les députés avaient fait part de leurs espoirs de changement. Je vais faire de mon mieux pour proposer des lois sur l'égalité des droits pour les races différentes, les avis politiques et les questions ethniques, et aussi faire cesser le conflit interne dans notre pays. Beaucoup doit être fait dans le secteur de l'éducation, mais aussi au niveau économique et social dans notre pays. Cela doit être accompli pas uniquement dans ma région, mais dans tout le pays. Je pense que le gouvernement fera de son mieux pour s'atteler à cette tâche. Stable, tel est le mot utilisé par les responsables du gouvernement chinois pour décrire l'économie du pays en 2015. Tout de suite, plus de détails. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi, le président de la Commission nationale pour le développement et la réforme de Chine, Xu Shaoshi, a déclaré que le taux de croissance économique général de 6,9% enregistré l'année dernière correspondait à l'objectif officiel d'environ 7% et que la Chine contribuait toujours à plus de 25% de la croissance mondiale. Le président a également informé le public quant aux autres facteurs de l'économie. Tant les emplois que les revenus des citoyens ont augmenté en accord avec les objectifs et la consommation est devenue un puissant moteur de la croissance. Le développement régional est devenu plus équilibré et le gouvernement chinois a adopté des mesures pour promouvoir l'innovation et encourager la coopération avec d'autres pays. Il a déclaré que la Chine disposait d'une faculté de reprise importante, mais aussi d'une flexibilité lui permettant de faire face aux risques de déclin. Et le président de la CNDR d'expliquer ses prévisions optimistes. Premièrement, notre fondation est forte. La Chine mène le monde dans plus de 220 produits industriels et a un système logistique avancé. Également, nous disposons de réserves étrangères massives et d'épargne nationale. Deuxièmement, nous avons des demandes de consommateurs importantes et croissantes, alors que les utilisateurs de l'Internet mobile ont atteint 680 millions de personnes. Troisièmement, alors que les infrastructures gagnent du terrain dans la partie occidentale, de nouveaux points de croissance seront formés. Quatrièmement, nos 7 millions de diplômés annuels renforcent l'innovation. Cinquièmement, le gouvernement a acquis une riche expérience en gestion macroéconomique afin de maintenir une croissance économique stable et l'ordre social. De bonnes nouvelles pour les acheteurs chinois de propriété. Le gouvernement central chinois a supprimé mardi les exigences de paiement pour les primo-acheteurs. Désormais, ils ne doivent payer que 20% des prêts contractés. Voyons comment cette décision affectera le marché de l'immobilier. La conférence centrale de travail économique tenue à la fin de l'année dernière a parlé d'un dégraissage de l'inventaire immobilier en tant que l'une des priorités du gouvernement chinois. Et désormais, des mesures spécifiques viennent soutenir cette décision. Les acheteurs d'un bien immobilier, pour la première fois, n'auront besoin que d'1/5 de leur emprunt en vue de s'offrir un nouveau lieu de vie. Et les experts indiquent que plus d'individus seront désormais capables de s'offrir un meilleur logement. Tout d'abord, cela bénéficiera aux demandes pressantes des habitants chinois pour de meilleures conditions de vie. Et cela aidera également à liquider l'inventaire du marché immobilier dans de nombreuses villes chinoises. Les analystes déclarent que les mesures bénéficieront aux couples ayant un revenu stable, mais qui ne possèdent pas une somme suffisamment importante pour le versement de la compte initiale. Les familles qui ont leur propre maison, mais qui en veulent des plus grandes, pourront également profiter de cela. La compte actuelle est de 25%, soit 5 points de pourcentage plus élevés. Donc, est-ce que davantage de prêts vont entamer les liquidités bancaires? Les observateurs de l'industrie indiquent qu'il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. En gros, les emprunts ont représenté moins de 20% des dépôts des gens. Donc nous disposons d'une capacité suffisante pour régler la dette.
Mais plusieurs banques déclarent qu'elles décideront au cas par cas d'un abaissement de la proportion du paiement. La capacité des familles de rembourser la dette est un facteur majeur. De plus, cette réduction du paiement ne s'applique qu'aux villes où les achats de logements ne sont pas limités, pour la plupart dans les petites villes. Les villes de premier rang comme Beijing ou Shanghai, où chaque famille ne peut posséder que 2 logements, ne pourront pas bénéficier d'un abaissement du seuil. L'année dernière, les logements non vendus ont représenté quelques 400 millions de mètres carrés, ce qui pourrait accommoder facilement 10 millions de résidents. L'espoir est qu'alors que le revenu des gens augmente et leur souhait de vivre dans de meilleurs lieux ainsi que des politiques plus favorables permettront d'augmenter les ventes et de stabiliser un marché sous pression. La plupart des hommes d'affaires taïwanais investissaient dans l'industrie manufacturière de la partie continentale de Chine. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au secteur des services. Ils demandent davantage de soutien de la part du gouvernement pour créer un environnement opérationnel. L'homme d'affaires taïwanais Chen Guoyuan a travaillé sur la partie continentale de Chine pendant presque 10 ans. Il était dans l'industrie des médias et en 2015, il a rejoint le secteur des services. Il gère à présent un restaurant de fondue à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. La majorité des manufacturiers taïwanais qui sont venus sur la partie continentale entre 2000 et 2010 ont connu un déclin de leurs revenus. Mais après 2010, de nombreux habitants de Taïwan sont venus dans la partie continentale pour ouvrir des restaurants. Et cela semble être une industrie prometteuse. Selon M. Chen, les industries de la restauration, de la culture et de la création sont devenues le foyer des investisseurs et des startups taïwanais. Il espère cependant une amélioration du secteur des services dans l'environnement opérationnel. La plupart des petites et moyennes entreprises taïwanaises, comme nous, n'ont pas beaucoup de capital. Nous avons cependant de grands rêves sur la partie continentale. Nous espérons que le gouvernement central construira un système de régulation plus complet, plus égal et plus juste pour tous les hommes d'affaires de Taïwan et de la partie continentale. L'économie de la partie continentale de Chine enregistre une croissance et connaît une demande de plus en plus élevée pour améliorer les services. Selon M. Chen, le secteur des services taïwanais connaît une expérience riche de gestion et d'expansion mondiale. Davantage d'hommes d'affaires taïwanais devraient investir sur la partie continentale pour partager leur savoir-faire. La fête du printemps approche à grands pas et le nombre des trajets en train ne cesse d'augmenter à travers tout le pays, avec le retour des travailleurs migrants dans leur province d'origine. Plus de 8,4 millions de trajets en train ont été effectués mardi dernier. C'est encore plus que les 8,09 millions de trajets enregistrés lundi. La croissance est 2 fois plus importante que celle de l'année dernière à la même période et le chiffre va encore augmenter jusqu'au début du pic des transports attendu pour la journée de jeudi. Avant la fête du printemps, la plupart des trajets en transport sont effectués depuis les grandes villes chinoises telles que Beijing, Shanghai et Guangzhou. Et à la fin de la période de vacances suivant les festivités, les trajets se font dans leur direction. Les autorités ferroviaires chinoises ont prévu des retards en raison des conditions climatiques rigoureuses à Guangzhou et dans les provinces du Hunan et du Jiangxi. Un important dispositif d'urgence a été mis en place et nous continuerons de voir ces prochains jours des foules immenses remplir les différentes gares du pays. Environ 300 millions de passagers voyageront dans tout le pays par train et la moitié d'entre eux utiliseront des TGV. Avec une vitesse de pointe atteignant plus de 300 km/h, il n'y a aucune marge d'erreur. Notre journaliste a visité le plus grand centre d'entretien de trains à grande vitesse du monde pour découvrir comment la sécurité des passagers est assurée. C'est le temps de rentrer au bercail. Et pour ces trains à grande vitesse, c'est le centre de maintenance Hongqiao de Shanghai. Les nuits sont plutôt occupées ici. Environ 70 trains attendent de passer les inspections. Une opération qui prend en moyenne 2h30. Une inspection obligatoire est réalisée après 4000 km ou 48 heures sur les rails. Shanghai reçoit environ le tiers des wagons de train à grande vitesse du pays. Pendant la période de pointe de la fête du printemps qui dure 40 jours, environ 8 millions de passagers utiliseront des trains à haute vitesse. Leur sécurité est la priorité des mécaniciens qui travaillent ici. Gong Yufeng fait partie du premier contingent d'inspecteurs de trains à haute vitesse qui a débuté en 2008. Ce soir, son équipe de 4 inspecteurs vérifiera 5 trains. Le premier se révèle être un important défi.
Le lubrifiant pour le mécanisme des roues a des problèmes. Cela pourrait être causé par les basses températures. Nous allons devoir faire une vidange d'huile et garder des échantillons pour faire d'autres tests et bien sûr ajouter de l'huile. Ce problème, même s'il est mineur, va demander 2 heures de travail supplémentaires. Et considérant que nous sommes en pleine période de pointe de la fête du printemps, le temps est compté. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce train pourra être remis sur les rails demain. La portion de train à haute vitesse de Shanghai est la plus ancienne et la plus importante de Chine. Près de la moitié de ces 540 trains sont envoyés dans 7 centres d'entretien sur une base quotidienne. Je marche au moins 6 ou 7 km chaque nuit pendant mon quart de travail. Je dois faire la navette constamment, au moins 3 fois pour compléter la procédure de vérification de 4 à 5 trains pendant la nuit. Et c'est la distance minimale quand il n'y a pas de problème majeur. Plus de 70% des départs des gares de Shanghai sont des lignes à grande vitesse, une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. La sécurité et son côté pratique en font le premier choix des passagers, particulièrement ceux qui rentreront à la maison pendant les vacances. À une semaine de la veille du Nouvel An lunaire, de nombreux magasins et restaurants de Shanghai sont déjà bondés de clients achetant de la nourriture pour les fêtes. Ce restaurant sur la rue Est Nanjing était bondé aujourd'hui avec des gens qui faisaient la queue pour acheter des plats semi-complets pour les vacances. Les plats surgelés et emballés sous vide sont livrés avec l'assaisonnement adéquat et sont faciles à cuisiner. Je veux acheter des plats de saveur douce comme du poisson ou des lamelles de porc sauté. À présent, nous ne consommons pas de plats lourds qui sont trop gras. Maintenant, les gens se préoccupent beaucoup de leur santé. Donc cette année, nous proposons de nouveaux types, tels que des ensembles de fruits de mer comprenant différents poissons. Un magasin d'alimentation de l'autre côté de la rue était aussi bondé aujourd'hui et a récemment servi environ 30 000 personnes par jour. Les gestionnaires disent qu'avec la fête du printemps se profilant, les ventes d'encas telles que les marrons chauds et les friandises sont en hausse. Et de nombreux commerçants physiques ou en ligne disent que les aliments importés deviennent plus populaires pendant la fête traditionnelle chinoise. La diversité de l'alimentation importée dans notre magasin s'est accrue de 20% depuis l'année dernière. Nous offrons à présent davantage de produits importés à mesure que la demande des gens en nouvelles saveurs s'accroît. Des encas tels que le chocolat, les biscuits et les noix qui peuvent être partagés lorsque la famille se rassemble figurent parmi les produits alimentaires importés les plus populaires sur notre site internet. D'autres, comme les chips importés des États-Unis et les encas japonais, peuvent se vendre à plus de 10 000 paquets par mois. Et les clients disent qu'ils apprécient à la fois les encas traditionnels et étrangers pendant le Nouvel An chinois. Je vais acheter des encas chinois tels que de la viande de porc séchée et des noix de pécan. Je vais aussi me procurer des encas étrangers comme du chocolat et des friandises aux fruits du Japon dont le goût est très riche. Je vais acheter les noix grillées, du café, les cookies pour la fête. Il y a à présent plus d'aliments dans le magasin et je veux en essayer certains. La nourriture est une composante importante de la fête du printemps, particulièrement le repas de la veille du Nouvel An, qui comprend typiquement de la viande et du poisson. L'an dernier, le coût moyen d'un dîner de veille du Nouvel An chinois dans un restaurant de Shanghai était d'environ 3 000 yuans pour une table de 8 à 10 personnes. Un peintre populaire de Wuhan a créé une série de peintures chinoises traditionnelles de 240 mètres sur lesquelles on retrouve les 12 signes de l'astrologie chinoise pour accueillir le Nouvel An chinois. Il est le premier peintre à le faire, un exploit qui pourrait lui valoir une place dans le livre Guinness des records. Dans le quartier du Jianding de Gandu, les résidents de la communauté se réunissent pour admirer leur voisin, un peintre septuagénaire. Jiang Xiaoxian a créé une série de peintures chinoises. Dans cette série, il y a 12 tableaux représentant les 12 signes de l'astrologie chinoise. L'année dernière, Jiang Xiaoxian a représenté 168 singes faisant des gestes différents. Depuis 2005, il a créé 12 tableaux. Les signes de l'astrologie chinoise sont un élément traditionnel de la culture chinoise. C'est aussi une façon de souligner la fête du printemps. Pour beaucoup de résidents de la communauté, c'est la première fois qu'ils peuvent ainsi admirer plus de 1000 animaux dans une peinture chinoise.
À travers ces peintures, je veux exprimer tous mes vœux de prospérité et de bonheur à la Chine et au peuple chinois. En plus de ses talents évidents en peinture, Jiang Xiaoxian est passé maître dans l'art du découpage et de la sculpture. Il est aussi un héritier des patrimoines culturels immatériels. Ses peintures chinoises ont été exposées plusieurs fois en Chine et aussi à l'étranger. Mis à part son œuvre de 240 mètres, il a aussi créé une autre série de singes qui a déjà été sélectionnée pour illustrer les calendriers du Nouvel An. Jusqu'à maintenant, Jiang Xiaoxian est le premier artiste à créer une série de peintures de cette taille en Chine. Le Nouvel An chinois est célébré à travers le monde entier. Nous nous rendons à présent au Zimbabwe, où une foire se tient dans un temple de la capitale, Harare. Des milliers de locaux et d'expatriés chinois ont assisté à l'événement. Reportage. Des danseurs, des musiciens, des acrobates se sont produits sur la scène qui a plus tard accueilli une démonstration de kung-fu. Des artistes locaux ont également enthousiasmé la foule. Comme c'est le cas dans les foires des temples en Chine, des centaines de stands se sont installés pour offrir toutes sortes de friandises et d'objets artisanaux. C'est une opportunité rare pour nous de participer à ce genre de démonstration et de présenter notre travail à la communauté chinoise. Cela nous permet également de développer nos interactions commerciales avec elle, ce qui est important puisque c'est un acte majeur de notre économie. La Chine a beaucoup aidé notre pays et nous en sommes reconnaissants. Donc, je lui souhaite une excellente nouvelle année et beaucoup de bonheur et de prospérité pour toute la nation. L'ambassadeur de Chine au Zimbabwe, Hung Ping, a assisté à la cérémonie, de même que les représentants des autorités locales. Cette foire est une excellente plateforme de présentation de la culture chinoise au peuple du Zimbabwe. Elle promeut la compréhension mutuelle entre les deux nations. 2016 sera l'année du singe qui symbolise la vigueur dans la tradition chinoise. Les relations entre nos deux pays se développeront sous cette bénédiction. L'événement a été organisé communément par la Chambre du commerce de Chine au Zimbabwe et par la communauté chinoise locale. Et c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi sur notre chaîne. Bonne suite de programme à tous.